ainsi qu'au docteur Jérôme Palazzolo de me rejoindre en salle de visio pour débuter cette conférence. Bonjour Eric. Bonjour à tout le monde. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour docteur. Vous allez bien? Super bien. Ravi de vous accueillir sur Happy Visio, de poursuivre cette semaine. Je vous laisse la parole Eric. Merci. Bienvenue à tout le monde. Merci à Jérôme Palazzolo d'avoir répondu à notre invitation. Pourquoi la mondiale a sollicité le docteur Jérôme Palazzolo et d'autres intervenants? Donc, vous avez vu que la semaine est basée sur la question de la nutrition au sens large. Hier, on a abordé des questions à la fois liées aux aspects médicaux, aux aspects physiologiques, mais aussi aux aspects sociaux et culturels. Donc, ça, c'est important pour nous de vous donner les clés pour pouvoir vous orienter du mieux possible dans cette question qui est éminemment complexe de la nutrition et comment elle interagit au quotidien avec vos propres activités. Voilà, ça c'est dans une acception un peu générale lorsque on va bien, tout simplement. Mais aussi, et là c'est le propos, je pense, du docteur Jérôme Palazzolo aujourd'hui, c'est de dire aussi, lorsqu'il y a des difficultés particulières ou lorsque ça fait référence à des troubles identifiés, comment on fait pour que la nutrition apporte quelque chose ou comment on fait pour éviter de la dérégler à ce niveau. Donc je crois qu'il va se présenter, mais il est éminemment respecté dans le monde des thérapies cognitivo-comportementales, un écrivain prolixe. Il a écrit des ouvrages à la fois très bien faits, je trouve, vulgarisés au sens noble du terme, et qui permettent d'accroître les connaissances. Et ça, c'est un point sur lequel je voulais insister aussi. Dans notre objectif à G2R La Mondiale d'activité sociale, c'est d'apporter le maximum de connaissances à nos publics pour que vous ayez la capacité ensuite à décider, à choisir et à vous engager dans une démarche qui est quelque part de la santé positive. Voilà ce que je pourrais appeler la santé positive, ce qu'on essaye de promouvoir de partout en essayant de vous donner ces clés ou cette palette de solutions, ou ce nuancier de solutions qui vous permet en fait d'œuvrer au quotidien et de trouver vous-même, avec l'aide d'experts identifiés, de trouver vous-même des solutions pour un quotidien amélioré. L'objectif étant, et là je rejoins plutôt la dimension de la santé publique, d'arriver à avoir une espérance de vie sans incapacité la meilleure possible, comme d'autres pays européens, d'arriver à renverser cette inactivité physique qui est délétère dans la vie au quotidien, et puis d'arriver aussi à battre en brèche la sédentarité. Voilà, c'est tous ces objectifs qu'on poursuit à travers les villages bien-être, et là sous l'angle bien sûr de la nutrition. Docteur Palazzolo, c'est à vous. Eh bien, grand merci Eric pour cette présentation. Un grand merci pour cette invitation à partager avec vous cette journée. Alors effectivement, moi on m'a demandé de parler un petit peu de nutrition. Alors moi je suis médecin psychiatre, donc je ne vais pas vous parler spécifiquement de nutrition, mais je vous propose pendant la petite heure qu'on va passer ensemble, eh bien d'aborder tout ce qui va concerner le comportement alimentaire. Et dans ce cadre-là, arriver à déterminer un petit peu l'application de ce qu'on appelle les TCC, c'est-à-dire les thérapies comportementales et cognitives, qui sont des thérapies qu'on utilise dans le domaine psychologique, dans le domaine psychiatrique, et bien pour essayer de modifier un comportement alimentaire qui serait plus ou moins désadapté. Alors, je vous propose dans ce cadre-là de commencer par l'aspect global des TCC dans le cadre des TCA. Alors, TCC, c'est, je le rappelle, thérapie comportementale et cognitive. Et les TCA, c'est ce qu'on appelle les troubles des conduites alimentaires. Alors, dans ce cadre-là, il y a 3 grands axes de travail qui vont être proposés à la personne. Premier axe, c'est un travail, comme on disait, sur le comportement alimentaire. C'est-à-dire, dans ce contexte, essayer de restaurer un comportement alimentaire recentré sur ses sensations physiologiques. Alors, on va dire, c'est un peu la base, c'est-à-dire que globalement, normalement, j'ai faim, je mange et j'ai plus faim. Eh bien, on va le voir, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne dans le cadre des troubles des conduites alimentaires. Ensuite, on va travailler essentiellement sur les émotions. Qu'est-ce qu'on ressent dans ce moment-là? Et puis également le travail sur le corps, et souvent on retrouve ce type de réflexion qui est de dire ma vraie vie commencera lorsque je serai mince. Et le problème, c'est que vous voyez déjà se pointer un certain cercle vicieux, c'est-à-dire que globalement, tant que je ne suis pas mince, je ne vis pas, et donc dans ce cadre-là, tant que je ne vis pas,
j'ai des troubles des conduites alimentaires. Donc, vous voyez que déjà, il va falloir qu'on essaye de casser un petit peu ce processus. Alors, déjà, le travail sur le comportement alimentaire. Dans ce cadre, en TCC, en thérapie comportementale et cognitive, on va aborder ce travail en 4 phases. Tout d'abord, ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle. Alors, l'analyse fonctionnelle, c'est sans doute l'étape principale des thérapies comportementales et cognitives. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, c'est une étape qui va permettre de faire le diagnostic des comportements problèmes et de leurs facteurs de maintien. Parce qu'on le voit, à partir du moment où on a un comportement désadapté, ce comportement se maintient grâce à des facteurs environnementaux ou personnels. On va essayer, dans le cadre de l'analyse fonctionnelle, de démonter un petit peu ces facteurs. Deuxièmement, on va essayer de définir les objectifs du traitement. Alors, on ne va pas trop développer ça aujourd'hui parce que sinon, on en aurait pour à peu près 5-6 heures. Mais globalement, dans les thérapies comportementales et cognitives, on travaille toujours en collaboration avec la personne. C'est-à-dire, on travaille en équipe. Et on va évoquer avec elle les objectifs de la prise en charge. Pourquoi on va faire ça? Comment on va le faire? Et on va évaluer le résultat. Ensuite, on applique le programme thérapeutique qui a été déterminé et comme je le disais à l'instant, on va évaluer les résultats parce que les TCC, les thérapies comportementales et cognitives, sont des thérapies qui sont évaluées. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on en évalue le résultat. Alors, pour l'analyse fonctionnelle, déjà, on va essayer de répondre à quelques questions. C'est-à-dire que lorsqu'on a quelqu'un qui se présente et qui présente un problème alimentaire, alors que ce problème alimentaire soit lié, Eric le disait tout à l'heure, à de l'anxiété, mais ça peut aussi être lié à de la dépression, ça peut être lié à un problème de vision de soi, ça peut être lié à un problème environnemental. Déjà, la première question à se poser et à poser à la personne, c'est quelle est la demande? Qu'est-ce qu'elle attend d'une consultation en psy? Pourquoi elle vient voir un psychiatre, a priori le médecin de l'âme, je vous rappelle que psychiatre, ça veut dire ça, c'est le médecin de l'âme. Pourquoi elle vient voir un médecin de l'âme alors qu'elle a un problème alimentaire? Qui demande la consultation? Est-ce que c'est la personne elle-même? Est-ce que ce sont ses enfants? Est-ce que ce sont ses parents? Est-ce qu'elle est vraiment demandeuse dans ce contexte ou simplement là parce qu'on l'a obligée à venir? Quel est le véritable problème? Et vous voyez, là, on commence à déjà toucher une dynamique importante, c'est-à-dire que est-ce qu'on est face à un problème des conduites alimentaires ou est-ce qu'on est face à un problème des conduites alimentaires secondaire à une problématique? On le sait tous, si on est anxieux, et je ne parle même pas de troubles psychiatriques, de troubles anxieux, simplement une petite anxiété parce que le lendemain, on doit passer un examen, parce que le lendemain, on a un rendez-vous important, il est fort probable que l'appétit soit coupé, qu'on n'ait pas très faim. Donc, est-ce que le problème, c'est un réel problème alimentaire ou est-ce que le problème, c'est un problème d'anxiété, de dépression ou autre chose? Ensuite, on établit le diagnostic clinique. Alors, le diagnostic clinique, on va essayer de retracer l'histoire pondérale du patient avec la courbe d'IMC. Vous savez, l'IMC, c'est l'index de masse corporelle, je vais dire le BMI, le Body Mass Index, c'est-à-dire que c'est un critère, mais qui n'est pas nécessairement un critère très adapté non plus. Par exemple, quelqu'un qui va faire énormément de musculation, il va avoir un indice de masse corporelle qui va amener à dire tiens, il est obèse, alors que pas du tout, il est très musclé et très sportif. On va essayer de retracer son histoire aussi par rapport au poids, son histoire par rapport à la taille, qu'est-ce qui s'est passé, comment la personne a évolué au cours de son parcours. On va essayer de déterminer aussi les méthodes précédemment essayées au niveau des régimes, analyse des succès, des échecs, les régimes qui ont fonctionné, les régimes qui n'ont pas fonctionné. Alors, je vais tout de suite vous spoiler une petite conclusion, c'est qu'il y a eu une étude qui a été faite par une revue américaine très importante. Alors, c'est ce qu'on appelle une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est une étude qui regroupe toutes les études qui ont été faites dans un domaine spécifique. On va mouliner un petit peu les résultats et on va sortir une conclusion générale.
Et cette revue a compilé, on va dire, plus de 5000 études sur différents régimes qui ont été faites. Donc, vous imaginez un petit peu le travail que ça a été. Et ils ont essayé de comparer un peu tous les régimes qui existent, hein, que ce soit le régime dissocié, le régime protéiné, le régime X ou Y. Finalement, la conclusion, c'est qu'il n'y a aucun régime qui marche. C'est-à-dire que, soyons clairs, tout régime que vous allez mettre en œuvre, à un moment donné, vous allez l'abandonner et vous allez reprendre le poids que vous avez perdu, si ce n'est plus. Et la conclusion de cette méta-analyse a été que la seule chose qui fonctionne, c'est un rééquilibrage alimentaire. C'est-à-dire que si vous mettez en place un régime trop strict, il y a un moment donné où le cerveau ne l'acceptera plus. Et regardez, sans partir sur un régime très strict, peut-être vous avez fait cette expérience-là, si vous avez pris un petit kilo ou deux pendant les fêtes, ça peut arriver, vous vous dites, voilà, pendant 3 mois ou 6 mois, je ne touche plus un seul chocolat. Donc, vous n'allez plus manger de chocolat pendant 1 mois, pendant 2 mois. Puis, au bout du 3e mois, vous allez dire, bon, allez, maintenant, c'est bon, j'ai perdu mon kilo, je vais reprendre un petit carré de chocolat. Quand vous allez reprendre le carré de chocolat, vous allez manger votre carré plus 2 tablettes supplémentaires. Parce que, effectivement, au niveau cérébral, on ne peut pas être dans quelque chose de trop restrictif sur le long terme. Ça ne marche pas. On va essayer également, dans le diagnostic clinique, de s'intéresser au statut pondéral des parents. Il faut savoir que le poids, que la morphologie, c'est quelque chose qui est aussi déterminé génétiquement. Donc, quelque part, si vous mesurez 1m90, il sera difficile d'avoir un poids de 35 kg. Ce n'est pas possible. Ensuite, on va essayer de s'intéresser, toujours dans l'analyse fonctionnelle, à l'analyse du comportement alimentaire et de celui de la famille. Est-ce qu'on mange tous à table, tranquille, dans une période d'échange? Est-ce qu'on mange tous à table avec la télé et chacun regarde la télé? Est-ce qu'on ne se réunit pas à table et chacun grignote quelque chose dans le frigo quand il en a envie? C'est un point important aussi, ça, parce que je le répète, là, on n'est pas uniquement dans quelque chose de l'ordre des troubles alimentaires, mais on est dans quelque chose de l'ordre de troubles du comportement. Et c'est ça qui va nous intéresser dans les fameuses TCC. Alors, dans cette analyse fonctionnelle, on va également s'intéresser à l'évaluation psychologique. Je le rappelle, là, on est en psy. Donc, on va s'intéresser, comme on l'a évoqué, au niveau d'anxiété et de dépression, qui peuvent avoir un impact majeur sur la manière dont on s'alimente. Est-ce qu'on va retrouver des signes de dépression? Alors, le problème de la dépression, et comme de l'anxiété d'ailleurs, c'est que on retrouve souvent des symptômes qui ne sont pas alarmants lorsqu'ils sont pris les uns à part des autres. Par contre, lorsqu'on les met tous ensemble, on a le tableau qui se dessine. Par exemple, on peut être triste. C'est pas pour ça qu'on est dépressif. On peut avoir une perte d'intérêt. On peut avoir des petits troubles du sommeil. On peut avoir un sentiment de dévalorisation. Mais lorsqu'on met tout ça ensemble, vous voyez qu'il y a quand même un tableau dépressif qui se dessine. On va essayer de déterminer aussi les capacités cognitives de la personne. C'est quoi les capacités cognitives? C'est les capacités de mémoire, les capacités de réflexion, les capacités de concentration. Parce que dans tout travail qu'on peut faire en TCC, il va y avoir un travail personnel de la personne. Et si la personne n'est pas apte à produire ce travail, automatiquement, ça ne pourra pas fonctionner. On va également s'intéresser à quelque chose qui est important, qui est le trouble de la personnalité avec la recherche d'impulsivité. Alors, le trouble de personnalité, en fait, la personnalité, c'est la manière dont on interagit avec l'environnement. Et on a tous une structure de personnalité particulière. Par contre, certaines personnes vont avoir ce qu'on appelle un trouble de la personnalité, c'est-à-dire que le trouble de la personnalité, c'est qu'elles vont dysfonctionner par rapport à certaines situations. C'est-à-dire que globalement, si cet après-midi, j'ai prévu d'aller au cinéma, je m'en fais une joie, et puis qu'au dernier moment, on me dit la séance est annulée, le fait que je râle et que je sois un peu en colère, c'est normal. Maintenant, si suite à ça, je me taillade les veines, c'est pas très adapté. Donc, dans ce contexte, on va essayer de voir s'il n'y a pas un trouble de personnalité chez la personne, avec souvent cette recherche d'impulsivité, de passage à l'acte impulsif.
On va également rechercher un petit peu la conscience de l'image du corps. Alors prenons par exemple le vécu du poids et l'exemple de l'obésité. Et là, je parle de l'obésité morbide, pas la problématique d'1 kilo ou 2 en plus. Est-ce que cette obésité, elle est banalisée par la personne? Est-ce qu'elle est symptomatique de quelque chose? Est-ce qu'elle est stigmatisée? Vous avez certainement entendu parler de la fameuse grossophobie. Donc, dans ce cadre-là, ça veut dire qu'il y a une souffrance importante du sujet associé. Également, est-ce qu'on est dans des préoccupations des formes corporelles? Et vous le savez là aussi, les revues que nous lisons sont des revues qui ont tendance à nous amener à nous préoccuper des formes corporelles. Bon, là, c'est encore un peu tôt parce qu'on est le 27 janvier. Mais attendez le mois de mars, vous allez voir toutes les revues féminines et masculines d'ailleurs aussi qui vont prôner le dernier régime à la mode, comment avoir un corps magnifique sur la plage, quels exercices il faut faire, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut pas manger. Donc ça, c'est un point important, la préoccupation des formes corporelles. On va également essayer de voir quelque chose qui est présent ou pas, à savoir la dysmorphophobie. Alors c'est quoi la dysmorphophobie? C'est un terme un peu compliqué, mais simplement qui fait dire la dysmorphophobie, que la personne, en fait, n'a pas une image corporelle adaptée. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui, je le répète, pèse 35 kilos pour 1m60 et qui vous dit qu'elle est trop grosse, elle va avoir une dysmorphophobie. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas son corps tel qu'il est. Et ça, c'est très fréquent dans les troubles des conduites alimentaires. On va également s'intéresser à l'estime de soi. Est-ce que la personne a une bonne estime de soi? Est-ce qu'elle a une très mauvaise estime d'elle-même? Et puis également à l'importance du regard des autres. Comment les autres vous voient? Comment les autres vous jugent? Est-ce que vous avez l'impression que les autres se moquent de vous ou pas? Etc. etc. Toujours dans l'analyse fonctionnelle, vous voyez que c'est quand même une étape très importante. On va s'intéresser également à la qualité des relations sociales, les relations familiales, professionnelles, sociales au sens large, avec les loisirs, etc. Et puis également la recherche d'addictions associées. Alors l'addiction, c'est pas nécessairement la drogue, ça peut être des drogues plus douces, type cannabis, ça peut être l'addiction au sport, ça peut être l'addiction au travail, ça peut être l'addiction au sexe, ça peut être de l'addiction à Internet. Il peut y avoir cette problématique, l'addiction aux écrans, l'addiction au téléphone. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être recherchés et qui sont souvent associés aussi à des troubles des conduites alimentaires. Alors, une fois qu'on a un petit peu fait le tour de tout ça, on va s'intéresser au diagnostic du comportement problème. C'est-à-dire qu'on va essayer d'évaluer ça. Est-ce que la personne va grignoter entre les repas et si oui, à quelle fréquence? Est-ce qu'elle va manger une pomme ou elle va manger 3 paquets de chips tous les soirs? On va essayer également de déterminer l'hypothèse sur sa constitution, c'est-à-dire par exemple resituer le comportement dans ses racines culturelles, parce qu'en fonction de notre origine culturelle, on mange pas pareil, on fonctionne pas de la même manière. Pour celles et ceux qui ont eu l'occasion d'aller aux États-Unis, par exemple, vous avez vu que là-bas, c'est de la nourriture à tous les coins de rue. Si vous vous baladez à New York, tous les 10 mètres environ, vous avez un marchand de hot dog, un marchand de ci, un marchand de ça, et on a tendance à manger dans la rue et grignoter entre les repas. C'est une culture qu'on n'a pas trop chez nous, qu'on a encore moins en Asie. Bon, ça a tendance avec la mondialisation à se généraliser, mais quand même, quel est également le retentissement sur sa santé, sur son environnement familial, son environnement social, professionnel, etc. Et puis, on va s'intéresser aussi aux facteurs de maintien. Est-ce que dans notre organisation de vie, il n'y a pas des éléments qui vont maintenir ce comportement désadapté? Également, on va essayer de faire l'analyse motivationnelle, c'est-à-dire les compétences du patient vis-à-vis du traitement, que ce soit un traitement médicamenteux ou psychothérapique. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que la personne est motivée pour travailler sur son comportement? Est-ce qu'elle est motivée pour changer son comportement? Parce que parfois, vous avez des personnes qui vont vous dire « Oui, moi je suis très motivé pour maigrir, pour grossir, pour changer mon comportement alimentaire. » Mais en fait, lorsqu'on gratte un peu, elles sont pas motivées pour mettre en place quelque chose de cohérent et de concret dans ce cadre-là. Et donc, à partir de là, une fois qu'on a fait un peu cette analyse fonctionnelle, on va proposer une thérapie comportementale et cognitive qui est vraiment une thérapie individualisée, c'est-à-dire qu'on va vraiment se caler sur la personne spécifiquement. C'est pas une thérapie globale où on va faire la même chose pour tout le monde. Tout en faisant attention aux contre-indications, parce que comme
pour toute thérapie, on ne peut pas dire que ça fonctionne sur tout et n'importe quoi et sur n'importe qui. C'est-à-dire que il y a des contre-indications. Par exemple, quelqu'un qui va être dans une phase de dépression délirante, ça peut arriver, une thérapie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ne sera pas indiquée. Quelqu'un qui va avoir un gros trouble de personnalité, peut-être que la TCC ne sera pas indiquée. Il faudra d'abord traiter avec un médicament et ensuite proposer la thérapie. Alors, une fois qu'on a fait cette analyse fonctionnelle, on va définir avec la personne les objectifs du traitement. En gros, qu'est-ce qu'elle vient chercher en venant voir un psychiatre. Alors, on va essayer de déterminer le programme thérapeutique qu'on va lui proposer. Et ça, c'est expliqué et en accord avec le patient. Je vous rappelle qu'en TCC, on travaille toujours en équipe avec la personne. On est une équipe, on travaille ensemble, un peu comme un sportif de haut niveau qu'on va préparer à une compétition. On va préparer la personne à être la championne du monde du comportement alimentaire adapté en quelque sorte. C'est un programme, je le disais, qui est personnalisé et fonction des comportements problèmes qui sont déterminés par le sujet. Avec 3 grands axes thérapeutiques, le comportement alimentaire, la réponse alimentaire à un trouble émotionnel et le vécu du corps. Donc, on va voir ça un petit peu en détail. Alors, c'est un programme qui est actif avec des comportements, avec des outils comportementaux, c'est-à-dire que la personne va devoir mettre en pratique ces outils, et toujours cette notion de contrat thérapeutique. On fixe un contrat avec la personne, c'est-à-dire que le thérapeute s'engage à donner à la personne les meilleurs outils pour qu'elle puisse avancer, mais la personne s'engage aussi à s'impliquer dans la thérapie. Si quelqu'un vient en consultation 1 fois sur 3, on ne peut pas dire qu'elle est très impliquée dans la prise en charge. Et les objectifs, ça c'est un point très important, ils sont comportementaux et non pondéraux. C'est-à-dire que globalement, l'objectif en TCC, c'est de modifier un comportement alimentaire qui n'est pas adapté, mais pas obligatoirement de perdre du poids. Prenons un exemple, quelqu'un qui mange mieux, qui va se mettre à faire du sport, peut-être qu'elle va prendre du poids, parce que le muscle pèse plus lourd que la graisse. Mais elle va s'affiner, elle va être mieux dans sa tête, mieux dans son corps, mais ça ne veut pas dire qu'elle va perdre du poids. C'est un point important. Alors, cette application du programme thérapeutique se fait étape par étape, toujours sur un mode gradué, au rythme du patient. On n'impose pas, on propose. Ce sont des séances généralement hebdomadaires qui durent entre 30 et 45 minutes selon les stratégies choisies. Et en général, on part sur 12 à 15 séances pour aborder un comportement dysfonctionnel simple. Ça peut se faire en individuel ou en groupe, alors avec des techniques de relaxation par exemple, des techniques d'affirmation de soi qui peuvent se faire en groupe, mais vous le voyez, ça reste quand même des thérapies brèves, limitées dans le temps et très pratico-pratiques. Alors, les résultats, je vous le disais, sont évalués, c'est-à-dire qu'à chaque étape, on va faire ce qu'on appelle du renforcement positif. Alors, c'est quoi le renforcement positif? C'est à partir du moment où la personne réussit à mettre en œuvre un nouveau comportement et un comportement qui est adapté, on va la féliciter. On va lui permettre, dans ce cadre-là, d'avancer et de dire, voilà, ce que vous avez fait là, vous avez réussi. C'est génial, franchement, vous êtes le champion du monde. Et je dis souvent que moi, en tant que thérapeute, je me fais souvent l'impression d'être un peu pom-pom girl, c'est-à-dire, vous savez, il me manque juste les pompons au bout des bras, et régulièrement, je félicite mes patients des progrès qu'ils ont faits, et c'est un point très important, et je le pense réellement, parce que quelqu'un qui réussit à changer son comportement alimentaire, c'est quelqu'un qui a fait des efforts, c'est quelqu'un qui réussit un objectif, et c'est très bien que le thérapeute félicite la personne qui s'est impliquée dans ce cadre. Il faut savoir que dans les conduites alimentaires, il y a souvent des phases d'opposition à la thérapie. C'est assez fréquent. C'est-à-dire que souvent, ça peut se porter sur le refus de remplir ou l'oubli du carnet alimentaire. On va le voir, on demande à la personne de remplir un carnet. La personne qui va se peser tous les jours, alors qu'on lui dit qu'il faut surtout pas se peser tous les jours parce que c'est un facteur anxiogène supplémentaire. Comme on le disait, la personne qui ne vient pas au rendez-vous, etc., etc.
Alors, normalement, une séquence comportementale se passe de la manière suivante. C'est-à-dire que globalement, il y a un premier point qui est l'aspect satiété. Généralement, ben voilà, là, je pense qu'on est à peu près tous à la même période de la journée, c'est-à-dire qu'on a dû prendre un petit déjeuner et ben là, on est en période de satiété. Et puis, au fur et à mesure du temps qui passe, il y a la sensation de faim qui va commencer à se faire sentir jusqu'au moment où on va se mettre en appétit. Et là, ça va être le moment de manger. Et à partir de là, ben, c'est l'objectif de l'alimentation, c'est d'obtenir le rassasiement pour arriver jusqu'à la satiété. Et le cycle se répète régulièrement. Alors vous allez me dire, bah oui, ça c'est comme ça que ça doit se passer. Et ben le problème, c'est que dans le cadre des troubles des conduites alimentaires, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Et l'objectif, ben, ça va être dans tout le travail psychothérapique qu'on va mettre en œuvre, eh bien de proposer à la personne de revenir à ces bases-là. Alors, on va aborder ça avec la personne. Alors, la sensation de faim, on va essayer de la définir et de la redéfinir parce que souvent, dans le cas des troubles des conduites alimentaires, on perd cette sensation de faim. C'est bien ça le problème. Alors, cette sensation de faim, c'est quoi? C'est une sensation physiologique, c'est-à-dire normale, hein, qui est désagréable, qui motive la recherche et l'ingestion de nourriture. Alors, cette sensation de faim, c'est pas quelque chose qui nous tombe un peu sur le coin du nez comme ça, hein, c'est quelque chose, je le répète, qui est physiologique. Donc, ça veut dire qu'elle est associée à une baisse modérée de la glycémie, hein, le taux de sucre dans le sang. On a une baisse d'une protéine qui s'appelle la gréline, une baisse d'une protéine qui s'appelle la leptine. On va pas rentrer trop dans les détails, mais globalement, on a une baisse en réserve, hein, globale. On a une baisse en réserve en acides aminés. Et puis, on a une inversion du métabolisme hépatique. Vous savez qu'au niveau du foie, ben, lorsqu'on mange, on a tendance justement à métaboliser ce qu'on a mangé, et c'est là où on va faire les réserves. Eh bien, au niveau du foie, lorsque on commence à avoir faim, ben, il y a une inversion de ce processus. C'est-à-dire qu'en gros, le foie, ben, il va relarguer des réserves pour nous maintenir en bonne santé. Ben, l'objectif, c'est d'essayer de maintenir quelque chose de stable à ce niveau. Ce qui est important dans ce cadre-là, c'est de demander à la personne de décrire ce qu'elle ressent lorsque la sensation de faim commence à se faire sentir. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans une société aujourd'hui où on a souvent tendance à manger sans faim. Comme on disait tout à l'heure, on regarde un film, ben on a tendance à grignoter des chips. Vous allez au cinéma, bon jusqu'à présent c'était plus permis, je crois qu'à partir du 16 février ça va l'être à nouveau, mais habituellement ben, vous mangez du popcorn, vous mangez une glace, vous mangez des choses. Ben, tout ça, ce n'est pas avec une sensation de faim. Hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de la faim, plus le signal est puissant, plus la prise alimentaire sera rapide. Et vous le savez, lorsqu'on a très faim, on a tendance à s'engloutir hein, des quantités très importantes et parfois même jusqu'à s'en étouffer. Ben, l'objectif, c'est d'essayer d'être vigilant par rapport à ça et je le répète, de retrouver cette sensation de faim, une sensation de faim qui est adaptée. Et je le répète là encore, hein, le diagnostic différentiel, c'est cette hyperphagie culturelle dans laquelle on a tous tendance à tomber et encore aujourd'hui où les Américains sont quand même les numéros 1 mondiaux. Alors l'appétit. L'appétit, ça va être en tant que définition l'envie de manger un aliment ou un groupe d'aliments précis dont on attend une satisfaction et du plaisir. Et là aussi, dans certains troubles des conduites alimentaires, il y a cette perte d'appétit. La personne va dire, je mange soit par nécessité, parce que j'ai besoin de manger, c'est un besoin compulsif, soit je ne mange pas parce que je n'ai plus envie de manger un aliment. Et souvent, dans les troubles anxieux ou même dans la dépression, l'alimentation a tendance à dégoûter la personne. Elle a tendance à dire non, moi j'aime pas manger parce que ça me donne mal au cœur, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'appétit est en rapport avec la palatabilité de l'aliment. Qu'est-ce que c'est que ce terme tordu? Ben, en fait, c'est l'aspect gustatif de l'aliment. Et par exemple, même s'il est à peine 10 heures du matin, si je commence à vous parler d'un plat que vous aimez, que vous adorez, qui vous rappelle des bons souvenirs, eh ben vous allez avoir, comme on dit, l'eau qui monte à la bouche, vous allez saliver parce que effectivement, vous avez ce souvenir du goût et des arômes que vous procure cet aliment.
Alors, l'objectif, c'est justement aussi pour la personne qui souffre de troubles de conduite alimentaire, de se poser la question de dire qu'est-ce que je veux manger et quel aliment me ferait plaisir. Et ça, c'est une question souvent qui n'est plus présente chez la personne qui a une alimentation désadaptée. Le rassasiement, alors le rassasiement, c'est quoi? Ça, c'est un processus progressif qui permet de mettre fin au repas dès que celui-ci a permis de satisfaire aux besoins métaboliques et nutritionnels de l'organisme. C'est-à-dire, en gros, quand on a ingéré ce dont on a besoin, c'est là où le rassasiement commence à se faire sentir. C'est un processus physiologique assez complexe, c'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas exactement à quoi est dû le rassasiement. Mais globalement, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un système de distension gastrique, c'est-à-dire quand l'estomac est plein, comme on dit, quand j'ai le ventre plein, dans ce cadre-là, on est rassasié. Mais il y a aussi des phénomènes sensoriels, des sensations gustatives, des sensations au niveau physiologique qui font qu'à un moment donné, on n'a plus faim. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que là aussi, dans la modification du comportement alimentaire, il va falloir modifier la manière dont on mange, parce que regardez bien, plus vous mangez vite, et moins vous aurez cette sensation, parce que l'estomac va gonfler très vite, mais le temps que le cerveau se rende compte que l'estomac est gonflé, vous aurez encore ingéré beaucoup de choses. C'est pour ça que souvent, dans le cadre de la modification du comportement alimentaire, on va proposer à la personne de manger plus lentement. Alors, un individu ne se rassasie parfaitement, finalement, que s'il a mangé par faim. C'est-à-dire que, regardez bien, si vous grignotez, vous n'avez pas cette sensation de rassasiement. Et tous autant que vous êtes derrière votre écran là actuellement, je sais que vous êtes en train de penser au dernier apéro que vous avez fait. Et regardez bien, au dernier apéro que vous avez fait, vous avez mangé des cacahuètes, des chips, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut dire qu'à la fin de l'apéro, vous êtes rassasié? Pas vraiment. Pourtant, vous avez certainement mangé plus de calories pendant cet apéritif que ce que vous allez manger pendant le repas. Donc, le fait de manger par faim, ça induit un certain rassasiement. Et puis également, si l'individu est satisfait à la fois physiologiquement et psychologiquement. C'est-à-dire que si j'ai très faim et j'ai besoin de protéines, si je mange un bon steak, à la fin, je serai rassasié. Maintenant, si j'ai pas vraiment faim, mais que je mange, je le répète, un paquet de chips, à la fin, je n'aurai pas cette sensation de rassasiement. Et finalement, plus vite la personne sera rassasiée, plus tôt il cessera sa consommation. Alors la satiété, enfin, c'est la disparition de la sensation de faim, c'est-à-dire que dans ce contexte, on est dans un état de bien-être, de satisfaction. Souvent, dans ce cadre-là, ça a un lien avec l'intervalle entre les repas, c'est-à-dire qu'en gros, l'intervalle entre les repas, c'est de la fin du processus de rassasiement à la réapparition de la sensation de faim. C'est-à-dire, en gros, notre corps nous laisse tranquille et on ne pense pas à manger, à se rassasier à nouveau, etc. Et la durée de la satiété est proportionnelle à la ration énergétique consommée pendant le repas précédent. Et ça, c'est un contrôle très efficace. C'est pour ça que les nutritionnistes, lorsque vous allez voir un nutritionniste, il va vous proposer de modifier plus la ration énergétique que votre manière spécifique de manger. C'est-à-dire qu'en gros, le fait de dire vous allez sauter un repas pour maigrir, c'est pas adapté du tout. Par contre, le fait de manger plus de protéines, moins de gras, moins de sucre rapide, plus de graisses non saturées, etc., ça va induire une satiété plus adaptée et en plus de ça, c'est meilleur pour votre santé. Alors, une fois qu'on a déterminé un petit peu cette dynamique, on va proposer à la personne des outils comportementaux. Alors, le premier outil comportemental, ça va être le carnet alimentaire. Alors, ce fameux carnet alimentaire, comment ça se passe? Le patient, il va noter, alors en général pendant 3 jours consécutifs, voire une semaine consécutive, son comportement alimentaire global, c'est-à-dire où, quand, comment, avec qui, quoi, combien, pourquoi il mange. Donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de critères, tout ça. Ça veut dire que la personne va commencer à se poser la question de savoir quand, comment, pourquoi, ce qu'il mange, etc. Et pas juste grignoter quelque chose comme ça sans se poser aucune question. Et on va lui demander également de noter le ressenti physique et psychologique après la prise alimentaire. Alors, voilà un petit peu comment ça se présente. Voilà un petit exemple. Alors, où, quand, comment, avec qui,
Quoi, combien, pourquoi et quelles sont les sensations. Alors, par exemple, une dame qui va noter à 8 heures, j'ai mangé au domicile avec mes enfants, j'ai mangé un yaourt à 0% et une tartine avec du beurre allégé. Pourquoi et quelles sont les sensations? J'ai pas faim, mais bon, il faut bien petit déjeuner le matin. Et puis en plus, je dois montrer l'exemple à mes enfants. À 11 heures au bureau, je mange une barre chocolatée. Ma collègue me l'offre. Franchement, c'est pas sympa. 13 heures au self avec les collègues, un sachet de protéines et une pomme. Sensation, j'ai hyper faim. Je suis contente de moi, mais j'ai pas craqué. Mais par contre, c'était pas vraiment très bon. J'ai pas pris un plaisir extrême. À 18 heures, quand j'arrive du travail, toute seule en cachette, je mange des pépitos, du chocolat, des M&M's. Dans ce cadre-là, je ressens une certaine frénésie, sans raison particulière. Je me suis senti rempli après. Je n'y arriverai jamais. Je suis nul. Donc ça, vous voyez, c'est typiquement le carnet alimentaire de la personne qui se met en place un régime trop restrictif. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce régime restrictif n'est pas tenable sur le court terme et sur le moyen terme, et encore moins sur le long terme. Alors, le carnet alimentaire comportemental, il va permettre de prendre conscience à la personne des sensations physiologiques de faim, des sensations physiologiques de satiété et de rassasiement. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, l'objectif, c'est d'amener la personne à se reconnecter un petit peu avec ses sensations. Et puis, ça va lui permettre aussi de prendre conscience des conduites alimentaires anarchiques, avec cette culpabilité de manger. Vous avez vu, quand elle dit, ma collègue, elle m'a offert une barre chocolatée, elle n'est pas sympa. Alors, normalement, ça aurait été sympa de dire, merci beaucoup, elle est plutôt gentille, et si j'en veux pas, je refuse. Avec toujours cette anxiété problématique de grossir. Ça permet aussi de mettre en évidence certaines peurs. La peur de certains aliments. D'accord? Certains aliments, plutôt le chocolat, plutôt les frites, plutôt des choses comme ça. Et on va le voir qu'ils ne sont pas spécialement dangereux, ces aliments, à partir du moment où ils sont consommés de manière raisonnable. Également, la peur de manquer. C'est un point important aussi, ça. Et puis également, les interdits. D'accord? Quels aliments on va absolument s'interdire? On ne va pas y toucher. Également, de prendre conscience de certaines pulsions. Et souvent, les pulsions, quand on rentre du travail, vous avez vu sur l'exemple cité, la personne, c'est à 18 heures. Quand elle rentre chez elle, elle a cette frénésie alimentaire qui se met en place. Et puis, certaines stratégies de contrôle pondéral, pour certaines qui peuvent même être dangereuses pour la santé, en particulier des vomissements provoqués, où on sait que ça peut entraîner de gros problèmes au niveau œsophagien, au niveau dentaire, au niveau ORL en général. Certains anorexigènes, les fameux coupe-faim, il faut savoir que la plupart des coupe-faim qui sont proposés sont des dérivés des amphétamines, donc c'est pas terrible non plus. Certains laxatifs, certains diurétiques qui peuvent être très dangereux pour la santé, parce qu'il faut savoir qu'ils font perdre du potassium. Et le problème du potassium, c'est que le potassium, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour une contraction musculaire adaptée. Et en particulier, les contractions musculaires au niveau du cœur. Et quelqu'un qui va prendre énormément de laxatifs peut entraîner, par cette perte de potassium, des troubles du rythme cardiaque. Donc, vous voyez que c'est pas uniquement une problématique liée à l'alimentation, mais c'est une problématique qui peut être liée à des problèmes physiques de manière générale. Alors, le carnet alimentaire, il va nous faire prendre conscience aussi de l'influence des habitudes familiales culturelles, des habitudes familiales religieuses également, parce que la religion va nous permettre de manger certaines choses, va nous interdire d'autres choses, va nous permettre de manger à certaines heures de la journée, pas à d'autres heures de la journée, etc., etc. Et ça peut être problématique. Également de l'influence des règles strictes. Les fameuses règles qui nous ont été données par nos parents, il faut absolument prendre un petit déjeuner, il ne faut jamais sauter de repas, il faut manger léger le soir, il faut absolument finir ton assiette, il ne faut pas grignoter entre les repas, etc., etc. Et finalement, on s'aperçoit qu'on est quand même dans un certain carcan au niveau cognitif, au niveau des pensées et au niveau comportemental. Donc, l'objectif, c'est aussi de s'affranchir un petit peu de certaines règles qui ne sont pas toujours adaptées, en fait.
L'influence également de l'environnement, avec une offre alimentaire illimitée. Et vous avez vu que cette offre alimentaire illimitée, elle a encore explosé ces dernières années avec la possibilité de vous faire livrer chez vous à toute heure n'importe quoi. Avec alors sans les citer, mais voilà, il y a Deliveroo, Uber Eats, etc., etc. Vous voulez une pizza à 4 heures de l'après-midi, vous téléphonez et puis un quart d'heure après, vous avez votre pizza. Également les invitations. D'accord, quelqu'un, par exemple, qui travaille dans le commercial et qui a beaucoup de repas professionnels, ça va être difficile pour lui d'inviter quelqu'un à manger et de dire non, là, je bois pas d'alcool, non, là, je mange juste une salade. Parce que il y a cette dynamique professionnelle qui rentre en ligne de compte. Également, prise de conscience des facteurs relationnels avec difficulté à refuser des aliments offerts. D'accord, si vous allez manger chez votre maman et que votre maman vous dit « Regarde mon chéri, je t'ai fait le pot-au-feu que tu adores, etc. » Vous n'allez pas dire « Non, maman, merci, là, il faut que j'arrête de manger trop parce que c'est pas bon pour ma santé. » Les pulsions par défi et par provocation. Vous avez vu qu'il y a des restaurants, par exemple, pas très loin du cabinet où je travaille, il y a un restaurant qui fait des sushis et une fois par semaine, c'est sushi à volonté. Sushi à volonté, soit vous y allez, vous mangez normalement, soit vous faites comme certains adolescents qui vont entre potes et qui font le concours de celui qui mange le plus de sushis. C'est pas très bon non plus pour l'équilibre alimentaire si vous faites ça de manière régulière. Et puis influence également des facteurs émotionnels avec le déclencheur de la prise alimentaire ou des crises. Par exemple, la sensation de vide interne, la sensation d'ennui, la sensation d'angoisse, de colère, de tristesse. D'accord, avec l'image classique de la jeune fille qui s'est fait larguer par son copain et qui mange le pot de glace devant la télé en pleurant. D'accord, donc ça, on a tous connu. Et ben, c'est vrai que ça peut entraîner des problématiques au niveau santé et au niveau des conduites alimentaires. Alors, au niveau des outils comportementaux, après donc l'analyse du carnet alimentaire, eh bien, il y a tout ce qui concerne l'analyse sensorielle. Alors, cette analyse sensorielle, elle est importante parce qu'en fait, ça va être la perception de ces sensations alimentaires. Et on parlait justement de troubles anxieux, on parlait de dépression. Et ben, le gros problème de ces pathologies, c'est que ça induit finalement une perte de ces sensations alimentaires. On ne mange plus par faim, on n'a plus cette sensation de rassasiement et donc on n'a même plus la sensation d'appétit. Donc l'objectif, c'est de reconnecter la personne avec ces sensations. Alors par exemple, au niveau de la faim, d'essayer de déterminer le niveau de faim. Alors ce n'est pas facile à faire, mais en gros entre 0 et 10, est-ce que vous avez très faim, peu faim, est-ce qu'on peut attendre, est-ce qu'il est temps de manger, etc. Différencier aussi la sensation de faim, d'envie et de besoin émotionnel de manger. Ce sont trois choses complètement différentes. Il faut cesser de confondre faim avec angoisse et dépression. Quand on est angoissé, on a souvent une sorte d'oppression ici, au niveau de la poitrine, au niveau de l'estomac, et cette oppression a tendance à s'apaiser lorsqu'on mange, parce que le fait de manger, c'est un phénomène anxiolytique. Alors, on ne va pas trop développer ça ici, mais le fait de manger fait que votre cerveau fabrique certains messagers, certains neurotransmetteurs liés au plaisir. Ça fait plaisir de manger. Donc, ça détend, donc ça apaise l'angoisse, et donc ça peut devenir un moyen d'apaiser une anxiété pathologique. D'ailleurs, comme le fait de boire de l'alcool. Quelqu'un qui est angoissé, il boit un verre de whisky, il va beaucoup mieux. Sauf que si les angoisses sont très présentes dans la journée, c'est la bouteille entière qui va passer. Cessez aussi de confondre faim avec envie et gourmandise. Et vous savez que certains grands magasins ont mis ça en place, c'est-à-dire que lorsque midi approche, eh bien, ils diffusent des odeurs d'aliments. D'accord, une odeur de poulet grillé, quelque chose comme ça, alors qu'il n'y a pas du tout de poulet qui est en train de tourner à la broche. Mais c'est simplement pour vous donner envie de manger et envie d'acheter quelque chose à manger. La notion également de rassasiement, comme on disait, donc cette notion de rassasiement sensoriel spécifique, c'est-à-dire que le but, c'est que la personne se reconnecte, là encore, avec ses sensations, le rassasiement global et puis la notion de remplissage gastrique. Ça, c'est un point important, d'avoir cette notion de tension au niveau de l'estomac, et c'est quelque chose que dans les troubles de conduite alimentaire, on a tendance à perdre.
Alors finalement, ce qu'on va essayer de faire, nous, au niveau psychologique, je le répète, c'est d'essayer de casser un petit peu ce cercle vicieux. C'est-à-dire que lorsque on ressent des facteurs psychologiques et particulièrement des émotions négatives, ça veut dire que ça va nous amener à manger. Le fait de manger, ça me calme, ça m'apaise. Donc le problème, c'est que ça va induire des facteurs psychologiques supplémentaires avec une notion de culpabilité. Et puis en plus de ça, ça ne va absolument pas résoudre mes émotions psychologiques de départ. Donc finalement, ça crée un cercle vicieux. Je suis angoissé, je mange, ça m'apaise sur le moment, mais ensuite, j'ai de la culpabilité, ça m'angoisse et je remange. Et donc, tout l'intérêt de la thérapie et de la TCC en particulier, c'est de casser un petit peu ce cercle vicieux et d'essayer de modifier un petit peu ce comportement qui est un comportement pas adapté du tout. Alors, les exercices pratiques sont proposés. Quels exercices pratiques? Par exemple, il y a tout un travail sur le goût qui est fait. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de permettre à la personne de manger de façon attentive. Et peut-être, si vous vous intéressez un petit peu à la psychologie, vous avez vu passer ces dernières années, parce que c'est très à la mode, toute une notion de pleine conscience, de pleine présence. Alors concrètement, la notion de pleine conscience ou pleine présence, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire être là et être vraiment là. Ça peut sembler tout bête, sauf que quand on mange, c'est un point primordial. Combien d'entre vous, lorsqu'ils mangent le midi, mangent en regardant la télé, mangent en envoyant des SMS, en regardant le téléphone, en écoutant de la musique sans être là, en lisant le journal, etc. Là, vous n'êtes pas dans une dynamique attentive, vous n'êtes pas dans une dynamique de pleine conscience et de pleine présence. Donc, tout le travail qui va être fait, c'est un travail qui permet de manger de façon attentive. Alors, par exemple, avant de mettre en bouche, on va essayer de voir tout le travail sur l'aspect, sur la couleur, sur l'odeur de l'aliment que vous allez ingérer. Une fois que l'aliment est en bouche, il y a tout un travail sur les saveurs. Essayez de déterminer, est-ce que c'est salé, est-ce que c'est sucré, est-ce que c'est acide, est-ce que c'est amer. Et si vous avez eu la chance de manger dans des restaurants étoilés, vous avez pu vous rendre compte que le travail du chef est fait essentiellement sur cette notion de saveur. C'est-à-dire que vous allez manger un aliment avec un double goût, c'est-à-dire vous allez manger quelque chose. Alors j'en sais rien, comme ça il me vient en tête un plat que j'avais goûté il y a très longtemps et je m'en souviens encore. C'était une langoustine infusée dans de la verveine. Donc vous mangez, vous avez le goût de la langoustine et une fois que vous avez avalé, vous avez en deuxième un goût de verveine qui vous vient. Donc il y a tout ce travail qui est mis en place. Le travail également sur la texture de l'aliment, sur la température. Si vous mangez un gazpacho, c'est pas pareil que je vais manger une soupe de poisson, par exemple. La notion de consistance dans ce cadre. Ensuite, on va travailler sur le goût. Pourquoi est-ce que vous aimez ce que vous mangez? Essayez de déterminer la composition avec les ingrédients, les épices, la sauce, le mode de cuisson, et puis le plaisir de ce qu'on mange pour renforcer le contenu émotionnel positif. Le cas classique, c'est la Madeleine de Proust, d'accord? C'est-à-dire que rien que l'évocation de cette Madeleine fait saliver et induit chez le narrateur des choses extraordinaires. La perception du rassasiement, ça permet de s'arrêter plus tôt, avec la notion de caudalie, c'est tout ce qui est les arômes. La caudalie, c'est un terme qui a été emprunté au terme de vin. Donc, dans ce cadre-là, c'est tout ce qui est arôme. La vitesse d'ingestion, c'est-à-dire que plus vous mangez lentement et plus vous aurez cette sensation de rassasiement. Plus vous vous gavez et plus le ventre gonfle, mais vous ne vous en rendez pas compte. Et puis, il y a également en thérapie comportementale et cognitive un travail sur des travaux pratiques de dégustation. On amène, alors on ne va pas préparer un plat, mais on peut amener la personne à déguster un plat, à déguster quelque chose pour travailler sur le goût. Alors, il y a un travail aussi qui est fait sur la notion de jetage. Nous sommes dans un environnement pléthorique, c'est-à-dire que le jetage, c'est une expérience de séparation, de deuil des aliments. L'objectif, c'est quoi? C'est d'apprendre à laisser quand on est rassasié et à se débarrasser du trop. Le terme, il faut absolument finir son assiette, lorsqu'on a un trouble des conduites alimentaires, c'est pas adapté. Donc, par exemple, on peut faire un travail pratique de dégustation d'un aliment et jetage au cabinet en séance.
On peut faire aussi une dégustation d'un aliment et jetage au domicile du reste. Alors attention, c'est sûr que là, vous allez me dire, ça veut dire qu'on gaspille. Mais là, l'objectif, c'est un travail thérapeutique. C'est pas à faire tous les jours, mais c'est pour apprendre à la personne à dire, lorsque j'ai plus faim, j'arrête. Lorsque je suis rassasié, j'arrête. Repas avec repérage du seuil de rassasiement et abandon de la fin du repas. Et on s'aperçoit que ce n'est pas facile de faire le deuil de cet aliment. Ensuite, il y a tout un travail, là on va passer un petit peu plus vite, sur les manières de table, c'est-à-dire l'acte alimentaire demande beaucoup de soins. C'est-à-dire le contexte du repas, la phase pré-ingestive sont aussi importants que ce que l'on mange. Si on mange avec des amis, on mange en famille, c'est pas la même chose que si on mange tout seul, je vous disais, sur un coin de bureau. Avant de manger, on prépare la table, on mange assis, en se tenant bien, lentement, en étant attentif à ce que l'on met en bouche, avec des couverts adaptés. C'est la notion de pleine présence et de pleine conscience qu'on évoquait à l'instant, avec un temps suffisant, un lieu adéquat, une notion de convivialité, un temps de détente avant de manger, une alimentation attentive. Vous voyez que ça, c'est quelque chose qui a tendance souvent à se perdre et qu'il faut absolument remettre en œuvre. Le travail aussi sur les croyances alimentaires, c'est-à-dire des exercices de réintroduction des aliments anxiogènes. Il y a une liste d'aliments souvent qui est diabolisée. Les frites, il faut pas manger, les pâtes surtout pas, les gâteaux absolument pas. Non, en fait, tout dépend du niveau calorique. Vous pouvez très bien manger un petit plat de frites qui sera moins calorique qu'une grosse salade avec plein de sauce à l'intérieur. Vous pouvez aussi travailler sur le remplacement d'un aliment diététiquement correct par un aliment interdit à calories égales. C'est ce qu'on disait au cours d'un repas, choisi avec la personne en prenant le temps de le manger, et puis remplacer par exemple un repas classique par un aliment interdit à calories égales avec repérage du seuil de rassasiement. Le but, c'est de manger de tout, mais en quantité adaptée. Et le travail donc sur le comportement alimentaire, à la fin de ce travail-là, le patient, il aura réappris à manger les aliments qu'il aime par faim, en les dégustant, sans culpabilité et avec plaisir, à sa juste quantité, ça veut dire à satiété, et à se sevrer de ses pulsions. C'est-à-dire que le but, c'est de gérer les émotions en dehors de toute prise alimentaire. Mais dans tous les cas, ce qui est très important, c'est de n'être absolument pas dans la rigidité. Comme je vous disais, si vous mettez en place un régime trop strict, ça ne tiendra pas sur le long cours. Le travail sur les émotions, c'est ce qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire c'est les émotions par rapport aux aliments, c'est-à-dire c'est lever les fausses croyances. Par exemple, voilà, le fait de manger du chocolat, c'est interdit. Non, le fait de manger du chocolat, ça pose pas problème. Si vous mangez un carreau de chocolat avec le café, maintenant, si vous mangez une tablette entière entre les repas, ça va être problématique. Dédiaboliser certains aliments, on vient de le voir, assouplir les règles, lever l'anxiété liée à l'exposition à certains aliments ou même à la prise alimentaire. L'objectif, c'est de dédiaboliser un petit peu la notion de repas. Nommer l'émotion qui accompagne la prise alimentaire et préciser la situation déclenchante. Est-ce que le fait de manger, ça vous angoisse? Est-ce que le fait de manger, ça vous fait plaisir? Est-ce que le fait de manger, ça vous rassure? Et puis, se permettre la notion de plaisir. Alors là, on rentre vraiment dans la pathologie alimentaire. Par exemple, quelqu'un qui souffre d'anorexie perd complètement la notion de plaisir, que ce soit le plaisir au niveau du repas, mais le plaisir même hors repas. C'est quelqu'un qui est dans l'hyper-contrôle du comportement, de ce qu'elle mange, de ce qu'elle fait et de ce qu'elle ressent. Donc finalement, le but, c'est de travailler ses émotions par rapport aux situations de vie. Apprendre à se détendre avant de manger et se préparer émotionnellement à la prise alimentaire. Alors, la thérapie cognitive, là, on a travaillé essentiellement sur les comportements. Là, on va aborder les pensées. Par exemple, on voit qu'il y a des pensées qui reviennent avec des émotions désadaptées. Alors, par exemple, tout ça, c'est de ma faute. Je n'avais qu'à pas en acheter. J'ai mangé tout le paquet de chips. Je m'étais pourtant juré de ne pas recommencer. Et l'émotion associée, c'est la culpabilité. Autre pensée, j'étais si heureuse quand j'étais mince. Je ne retrouverai jamais ce bonheur. Donc là, l'émotion associée, tristesse, déception. Je n'arrête pas de grossir, je vais devenir un monstre. Ça, c'est la notion d'anxiété. J'y arriverai jamais, je m'en sortirai jamais. Le désespoir. Je me sens nul, je ne vaux rien, je n'ai pas de volonté. La honte. C'est trop injuste. Tout le monde y arrive sauf moi. La colère.
Alors, ce qu'on va essayer de travailler, c'est en thérapie cognitive, essayer de réfléchir sur une situation spécifique, une émotion, un comportement, essayer de déterminer quelles sont les pensées qui sont associées à cette situation et ce comportement, qui sont des pensées automatiques, qui s'imposent à moi, et on va essayer de déterminer quelles sont les pensées alternatives qu'on peut mettre en œuvre, qui elles sont des pensées réfléchies. Alors, voyons un exemple. Ma mère me reproche d'être grosse. Donc, ce que je ressens, de la tristesse, de la honte, comportement, je mange encore plus. Pensée automatique, je suis nul, j'y arriverai jamais, ma mère va m'en vouloir, elle va me disputer, elle aura honte de moi. Quelles sont les pensées alternatives qu'on peut mettre en place? En fait, ma mère devrait plutôt me soutenir au lieu de m'enfoncer. Qu'est-ce que je pense de ma mère, de ses qualités, de ses défauts? Et j'essaye justement de décentrer un petit peu mes réflexions et d'essayer d'être sur quelque chose de plus adapté à la situation. Alors, pour finir, le travail sur le corps, c'est quoi? C'est un travail essentiellement sur l'image de soi. C'est-à-dire qu'en gros, vouloir absolument changer son corps traduit une inquiétude sur sa valeur personnelle. Donc l'objectif, c'est d'essayer avant tout de retrouver son poids de forme. Et son poids de forme n'a souvent rien à voir avec le fameux indice de masse corporelle. Le poids de forme, c'est le poids auquel vous vous sentez bien, auquel vous n'êtes pas trop lourd, auquel vous manquez pas d'énergie pour faire des choses au quotidien. C'est accepter aussi les changements du corps. C'est-à-dire que à la puberté, le corps change. À la ménopause, le corps change. Vouloir garder à la ménopause le même corps que quand on avait 17 ou 18 ans, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, c'est même pas quelque chose, d'un objectif à avoir, puisque physiologiquement, ce n'est pas possible. Également, travailler sur les pensées, les cognitions liées au poids et à la silhouette. On va essayer de décoder les messages socioculturels. Regardez, par exemple, et c'est toujours la femme qui est touchée par rapport à ça, c'est-à-dire regarder l'image qui est véhiculée de la beauté féminine. Dans les années 50, la beauté féminine était une beauté plutôt plantureuse. Dans les années 80, avec l'avènement de l'aérobic, etc., c'était une beauté qui était plutôt sculptée. Dans les années 90, avec l'avènement, pour le coup, de Photoshop, avec toutes les photos qui sont retravaillées, c'était un culte du corps sur un corps quasiment de la maigreur. Aujourd'hui, avec la chirurgie esthétique, vous voyez des corps qui, concrètement, sont impossibles à atteindre, avec, pour les femmes, des hanches très généreuses, des seins énormes et une taille très mince. Alors oui, vous pouvez l'atteindre. Vous faites poser des implants mammaires, vous faites retirer les côtes flottantes et vous vous faites injecter de la graisse dans les fesses. C'est sûr que comme ça, vous pouvez obtenir ce corps, mais c'est peut-être pas ce qui est le plus adapté. Donc finalement, faire la différence entre le poids idéal, le poids rêvé et le poids réel. Donc attention aux fameuses photos de mannequins des magazines, et on peut même proposer à la personne un travail où on va lui proposer de découper des photos de mannequins qu'elle trouve superbes. Et puis ensuite d'essayer de comparer ça à des photos réelles. Et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui collent pas, avec les jambes qui sont allongées, la taille qui rétrécit, etc., etc. Ne pas hésiter à parler du corps, de la vie en général, de l'entourage de ce corps, du mari ou de la compagne, c'est-à-dire en gros de rester dans la vie et ne plus être dans quelque chose de rêvé, dans quelque chose de désadapté. Voir aussi les photos de la famille. On parlait tout à l'heure de critères biologiques, et on a certains, un critère spécifique. Comme on disait, il y a des familles de grands, des familles de plus gros, des familles de plus maigres. On a tous quelque chose un héritage génétique en quelque sorte dans ce cas-là. Donc l'objectif, c'est de démystifier les croyances irrationnelles du corps parfait, de la vie parfaite, de l'apparence parfaite, de la santé parfaite. En gros, d'être heureux comme on est. C'est pas simple, mais c'est un point important. Donc finalement, l'objectif, c'est de faire la paix avec son corps, se rappeler que les femmes avec un corps de mannequin ne représentent qu'environ 2 à 4% des femmes. Et en plus de ça, je le répète, corps de mannequin et corps de mannequin à peu près adapté, parce que la plupart des photos de mannequins sont des photos retouchées. Et notre valeur n'est pas inversement proportionnelle à notre corps. Donc, le problème, c'est cette stigmatisation actuelle de la société du corps gros. Je vous parlais tout à l'heure de grossophobie. Souvent, une labellisation de la normale et surtout pas se réduire à un indice de masse corporelle. Et l'objectif, c'est de justifier aussi cette discrimination, c'est-à-dire avec le rejet, la disgrâce.
L'objectif, c'est justement de ne pas tomber dans ce système et ce système a tendance justement à isoler encore plus l'individu. En gros, je suis trop gros, je suis hors de la société, donc finalement, qu'est-ce qui me reste comme solution? Manger encore plus. Donc, il y a des thérapies qui sont proposées, des thérapies à médiation corporelle qui peuvent être intéressantes, la sophrologie, la relaxation, l'ostéopathie, la psychomotricité, l'hypnose, l'acupuncture. En gros, l'objectif, c'est de trouver le type de thérapie qui nous convient à nous. Et puis d'autres types de thérapies, affirmation de soi, estime de soi, parce qu'on l'a vu, il y a un gros problème dans ce contexte. Lorsque on a un trouble des conduites alimentaires, on a souvent en dessous une problématique d'affirmation de soi, une problématique d'estime de soi. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? En conclusion, on peut dire que ces fameuses TCC appliquées au TCA, donc les thérapies comportementales et cognitives adaptées aux troubles des conduites alimentaires, restent des thérapies brèves. Elles peuvent se faire en individuel ou en groupe. Il faut que ce soit une fréquence assez rapprochée des séances. C'est pas une séance tous les 3 mois. Et il faut qu'il y ait une alliance thérapeutique avec la personne. Elles sont souvent couplées à d'autres techniques avec une thérapie de soutien, une thérapie simple de soutien, des thérapies à médiation corporelle, affirmation de soi, thérapie, etc. Et parfois même, on peut introduire des médicaments psychotropes, par exemple des antidépresseurs, lorsque la personne est vraiment effondrée. Et dans tous les cas, ça nécessite un travail pluridisciplinaire avec le médecin traitant, avec un nutritionniste, éventuellement le psychiatre, éventuellement le psychologue. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir.